Alors, on va vous présenter donc le projet de la grande halle à Colombelles, sur le plateau de Colombelles. Donc en 2 mots, c'est un projet qui consistait à réhabiliter un ancien atelier électrique, donc sur, un plateau industriel, en tiers-lieu avec, une programmation, de bureaux, d'ateliers, et de salles, on va dire multi-activités, concerts et cetera. Les parties, enfin, alors les acteurs de ce projet, quand même, il faut les nommer, c'est important. La maîtrise d'ouvrage, c'était une double maîtrise d'ouvrage avec on va dire une maîtrise d'ouvrage principale, Normandie Aménagement, et une maîtrise d'ouvrage qui arrivait au moment plutôt des travaux, qui est le PFN. Les architectes mandataires qui ont porté le projet depuis l'origine, c'est Encore Heureux Architectes. Et nous, Albert et compagnie, on les a accompagnés en tant que bureau d'études sur les aspects réemploi, réutilisation et efficacité énergétique, et tout ça. Voilà. Le WIP donc a fait la maîtrise d'usage, donc peut-être que Stéphanie pourra en dire 2 mots tout à l'heure, mais en tout cas, ça a servi à rentrer dans le détail de la programmation du lieu tout au long de la conception et même pendant les travaux. Avec une particularité quand même sur le montage de cette opération, c'est qu'il y avait une permanence architecturale qui était conduite par les architectes Encore Heureux, qui consiste en gros, en 2 mots, à être présent tout au long du chantier, à avoir une personne, un architecte sur les lieux pour faire un chantier ouvert, être en relation avec la maîtrise d'usage, donc faire évoluer vraiment la programmation du lieu tout au long du chantier, et être une interface aussi. Ça a eu vraiment un impact très positif sur l'interface réemploi pour mettre en œuvre de manière vraiment opérationnelle la chose. Bon, j'en dis peut-être pas davantage, voilà. Alors sur ce qui est à proprement parler le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'objectif qu'on s'était fixé avec la maîtrise d'ouvrage, c'était de rendre possible l'incorporation de matériaux de réemploi dans un ERP sur des ouvrages touchés par la garantie décennale. Parce qu'on savait qu'il y avait eu il y a des choses qui étaient faites sur des matériaux de seconde œuvre, sur du VRD, et cetera. Mais nous, notre objectif, c'était vraiment de rentrer dans une démarche de mise en œuvre sur du clos couvert et qui plus est en marché public. Donc là, la méthode qu'on a inventée, si on peut dire, enfin qu'on a mis en place, ça a été la création d'un lot réemploi dédié. Donc on en reparlera en 2 mots après. Alors comment on a constitué le marché? Enfin dès le donc on a faire le constitué de la manière suivante. Il y a l'ensemble d'un dossier marché habituel avec toutes les pièces habituelles d'un dossier marché, et on a préfléché des matériaux qu'on pensait pouvoir être réemployés, enfin voilà, être des matériaux existants réemployés sur le chantier. Et on a fait des variantes en réemploi dans les CCTP et les DQE des entreprises. Donc ça, voilà, c'est une partie du montage. Et l'autre partie, la spécificité, ça a été de créer un lot spécifique appelé enfin, le lot 1, qui a à les repérer, stocker et préparer les matériaux et les fournir aux entreprises du chantier. Donc le lot 1 avait vraiment un rôle, comme tous les autres lots, un rôle enfin voilà,
le même rôle, si on peut dire, d'un point de vue juridique, le même rôle qu'une autre entreprise du bâtiment, présent en réunion de chantier avec des limites de prestations, etc., etc. Donc, ce lot devait aller chercher des matériaux, les stocker et les fournir ensuite au lot concerné. On n'avait pas indiqué de... Ah oui, il faut peut-être que j'aille un peu plus vite, c'est ça? On n'avait pas indiqué d'objectif vraiment de résultats. On avait mis des objectifs à titre indicatif et ensuite on avait des objectifs méthodologiques, quoi, des objectifs de moyens. Donc après, sur chacun des lots, il y avait des variantes réemploi, ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail parce qu'après on va... Alors je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ouais, il y a un petit problème de Ouais, mise en page, désolé. Ouais, c'est pas grave. Alors je sais pas... Ah, c'est moi qui agis dessus ou c'est pas moi? C'est moi, pardon. Ah d'accord. Ok, ok. Non, c'était pour savoir. Est-ce que là, je suis sur la bonne slide, les modalités économiques? Je ne sais pas. Le marché. Oui, les modalités économiques, tout à fait. Alors oui, une spécificité quand même, comme je l'ai indiqué, c'était, et le maître d'ouvrage y tenait beaucoup, c'était qu'on reste dans un marché global et forfaitaire, donc c'est-à-dire dans le cadre d'un marché public où on est en mesure de réaliser le bâtiment avec des prestations neuves et que dans le cas où on trouve effectivement des matériaux à réemployer, eh bien, on affermit des variantes qui ont été chiffrées par les entreprises au cours des travaux et on avance de cette manière-là. Donc, pour ce qui est un peu spécifiquement de la décomposition dans les DPGF des entreprises, sur les matériaux qui étaient fléchés, on a demandé une décomposition des prix unitaires fourniture et pose qu'on n'a pas réussi totalement à généraliser. Donc, bon, ça, on en parlera plus tard. C'est quelque chose sur lequel on aurait pu progresser un peu davantage, mais il faut faire attention de ne pas rentrer non plus dans un système de bordereau de prix unitaire, puisque voilà, on n'est pas censé... Enfin, il faut rester dans le cadre d'un marché global et forfaitaire. Voilà. Donc, le lot réemploi, pour donner quelques chiffres, le lot réemploi, il a été valorisé à 146 000 euros. Et à l'intérieur de ce lot, il y avait plusieurs prestations spécifiques, à peu près 5 000 euros de stockage sur le site et 12 000 euros pour le bar en matériaux de réemploi. Il y a eu au cours des travaux une plus-value sur la valorisation de radiateurs. Donc, ça fait à peu près un lot à 90 000 euros hors atelier, hors bar. Voilà. Alors, le groupement, alors je vais prendre la suite pour le groupement titulaire du lot 1, qui était le WIP et moi-même, Stéphanie Pally. Le WIP qui était davantage sur la partie sensibilisation des différents acteurs, repérage des gisements de démolition, toutes les procédures administratives, la communication et puis la coordination d'équipe. Et moi, sur la partie purement opérationnelle, donc repérage sur les gisements de démolition, réalisation de diagnostic ressources, identification des matériaux et après tous les processus qui permettent aux matériaux d'être intégrés, donc de déconstruction, de conditionnement, de transport, de valorisation et voilà, la gestion du stock et toute la coordination sur chantier jusqu'à l'intégration sur le chantier. Alors la méthode, on a utilisé une méthode qu'on a reproduite sur tous les différents matériaux qui ont été intégrés. La première étape, c'était d'aller sur le gisement de démolition qui avait été identifié préalablement, faire un premier diagnostic, faire un diagnostic ressources, proposer les différents matériaux qu'on avait identifiés à la maîtrise d'œuvre.
Ensuite, imaginer quelles pouvaient être les zones d'intégration en collaboration. Ça, alors, sur toute cette méthode-là, vraiment, ce qui a été essentiel, c'est l'équipe globale qui a été on a vraiment travaillé tous la main dans la main pour faire en sorte que le réemploi soit possible. Donc, l'issue très favorable de cette expérimentation a vraiment été possible grâce à ça, grâce au fait qu'on ait été une équipe importante à tous les stades du chantier. Donc, après la suggestion à l'intégration des matériaux, dans le processus, on a demandé aux entreprises poseuses qui étaient attributaires des différents lots de venir évaluer, de venir reconnaître les matériaux, qu'on puisse échanger avec eux sur les matériaux qui avaient été identifiés. Donc, ça permettait aussi de bénéficier de leur expertise pour la dépose, de pouvoir former le personnel qui avait été identifié pour faire la dépose, de le former par l'entreprise poseuse, donc vraiment d'identifier les bons moyens de déconstruction. Une fois qu'on avait rassemblé tous ces éléments, on pouvait constituer un dossier qui était censé compenser l'absence de garantie constructeur et de fiche technique. Donc, c'était un dossier d'assurance à destination des assureurs en priorité pour regrouper l'ensemble des informations, des process de déconstruction, des process de conditionnement de valorisation, voilà, tous les avis, toutes les éléments techniques qu'on pouvait regrouper pour constituer ces dossiers pour donner le maximum d'informations à l'assureur pour que l'assureur puisse évaluer de la qualité du matériau. Donc, on attendait un retour de l'assureur, être sûr que le matériau pouvait bien être assuré, être pris en charge par l'assureur. Et une fois la validation du dossier, on pouvait lancer la dépose et la déconstruction du dit matériau, le stocker en attente de pouvoir être intégré sur le chantier de la vente de halle. Donc, là, on a... Voilà. Alors après, les moyens logistiques qui ont été mis en œuvre, qui ont été mis à disposition pour pouvoir réaliser toute cette mission, ont été quand même assez essentiels, notamment la réalisation d'une plateforme logistique qui a été construite à l'arrière du chantier avec 6 containers, des grands containers, pour pouvoir faire un atelier, une zone de stockage, que ce soit qu'on puisse reproduire comme un magasin à destination des entreprises. Alors déjà pour sécuriser les matériaux, pour les valoriser, pour les optimiser leur état, et puis aussi pour sécuriser les entreprises. Ça permettait aux entreprises de venir voir ces matériaux qu'ils étaient censés mettre en œuvre par la suite, et puis se rendre compte d'eux-mêmes que c'était des matériaux qui étaient en parfait état et qui avaient un état équivalent neuf. Alors, on peut passer. Voilà. Alors, quels sont les matériaux qui ont été valorisés et réintégrés sur le chantier? Donc, on a bien évidemment des radiateurs fonte et des radiateurs acier, en quantité assez importante. On a quasiment fourni la totalité des radiateurs sur le chantier. Il y avait 63 radiateurs, on en a fourni pratiquement 60. Des portes en bois massif, dont 2 portes coupe-feu, des sanitaires, donc beaucoup de sanitaires qui ont été... voilà, on aurait pu en fournir encore plus, mais on a fourni quasiment la totalité des sanitaires. Des équipements aussi, des distributeurs, des essuie-mains, papier toilette, de l'isolant. Alors, on a intégré 200 mètres carrés d'isolant. On avait à disposition une quantité bien supérieure. On n'en a intégré que 200 mètres carrés. Des pannes et des chevrons qui ont été réusinés pour pouvoir être intégrés, du carrelage et de la faïence, qui là, c'était pas des matériaux de réemploi, mais des matériaux des fins de stock. Et puis, voilà, d'autres éléments, plus de déco. Alors, on a chaque matériau qui ont été intégrés, chaque matériau sur lesquels on a travaillé, on a identifié des catégories. On a des matériaux qui ont une grande valeur marchande, comme les radiateurs en fonte et les huisseries extérieures. Ce sont des matériaux qui ont un intérêt économique indéniable. Il y a des matériaux qui ont une valeur marchande faible, mais un volume d'intégration potentielle énorme, comme les isolants. Les isolants, le type d'isolant qu'on a fourni, nous, sont des isolants, des dalles de faux plafond en laine de roche,
on était en mesure d'en fournir plusieurs milliers de mètres carrés. Là, voilà, le choix a été fait de n'en intégrer que 200 mètres carrés parce qu'on a pu les intégrer dans des conditions techniques optimum, et puis on a détourné une contrainte de coupe-feu qu'on n'était pas capable de remplir. Donc voilà, là, on a vraiment un très gros potentiel de fourniture d'isolants. Il y a les matériaux à impact environnemental fort. Donc, on retrouve les radiateurs et les huisseries, les isolants également et le carrelage. Ça, on le verra plus loin avec l'intervention de Frédéric Adam de Géon sur les différents impacts qu'il a calculés. Et il y a aussi les matériaux de réemploi qui ont peu de filières de valorisation matière. Donc, les sanitaires, les porcelaines des sanitaires, il y a une valorisation matière qui est quasiment inexistante. Le carrelage, c'est pareil. L'isolant et les menuiseries extérieures. Les menuiseries extérieures non démantelées, il n'y a pas de filière de valorisation. Pour qu'elles puissent être démantelées, pour qu'elles puissent être valorisées, il faut les démanteler. Donc là, c'est vraiment des matériaux où le travail autour du réemploi est très important parce qu'on n'a pas de filière. Alors, on a essayé de faire un bilan sur une première catégorie de matériaux qui étaient des matériaux où le bilan économique était favorable au réemploi. Donc, on en a plusieurs. On a les radiateurs, mais on ne vous en parlera pas plus parce que je crois que vous avez déjà pas mal abordé le sujet. Donc, on n'a pas intégré d'éléments ponctuels sur les radiateurs. Donc, les matériaux favorables au réemploi. Donc, on a qu'entre l'absence de fourniture en neuf et ce qu'on a investi financièrement pour pouvoir les valoriser, donc les remettre en état, on gagne quand même quasiment 100 € par élément quand on est en fourniture réemploi, donc ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'on va pouvoir flécher, ce qu'on fléchera de façon plus globale un petit peu plus tard, c'est que vraiment ce qui est important et ce qu'on a identifié très vite, c'est que l'essentiel, ce qui est très important, c'est vraiment de pouvoir identifier un prix de marché juste, que le prix de départ, le prix initial soit un prix juste pour que quand on fournit en réemploi, la moins-value puisse être une moins-value juste. Si le prix initial est sous-évalué, on a une moins-value qui ne correspond pas à la réalité. Donc, on a un calcul biaisé de gains en fourniture réemploi. Et ce qui est important aussi, c'est de vraiment démontrer, ce qui a été fait là sur la Grande Halle, que le matériau de réemploi proposé, qu'il a exactement les mêmes caractéristiques techniques que du neuf. On le fournit avec tous les éléments de fixation en neuf. Ça, c'est important. On a tout ce qui procède d'un mécanisme. Ça, on a fait attention à le fournir en neuf, qu'il n'y ait pas de risque sur ça. Donc, les entreprises, quand elles ont accueilli ces matériaux-là, se sont vraiment rendues compte que pour elles, ça ne changeait rien du tout. Qu'elles avaient exactement le même niveau de prestation que si elles devaient fournir du neuf. Alors, voilà, ça c'est un seul exemple qu'on vous donne sur de la fourniture, un bilan favorable. Maintenant, le bilan défavorable, ce qu'on a identifié, c'est que sur les portes non coupe-feu, mais aussi sur les portes coupe-feu, on a eu une plus-value très importante pour la fourniture de bâti, qu'on n'a pas pu déposer. Donc là, c'est vraiment important de faire rentrer en ligne de compte autre chose que les données économiques. Même si on optimise le coût de la réalisation d'un bâti neuf pour pouvoir accueillir un battant de réemploi, on ne gagne pas financièrement, on n'est pas gagnant. En revanche, on a un gain en CO2, on a un gain en qualité, on a un gain esthétique. Voilà, les gains, on les trouve ailleurs. Voilà, alors les points d'amélioration. Les points d'amélioration, alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment on a lourdement insisté la possibilité et la vigilance à obtenir des prix initiaux justes pour que la main-d'œuvre et la fourniture puissent avoir une ventilation juste et transparente, qu'on puisse appliquer des moins-values qui correspondent à la réalité quand on est en fourniture en réemploi. Juste, Steph, si je peux me permettre juste d'ajouter un truc là-dessus. Ce point-là, il n'est pas tout à fait anodin dans la mesure où, en fait, ça interroge quand même les pratiques des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre sur comment sont fabriqués les prix.
En fait, quand on est économiste de la construction, on analyse des prix fournis posés. Et la loi MOP, elle est construite autour de prix fournis posés, c'est-à-dire que l'ouvrage que paye le maître d'ouvrage, c'est un ouvrage dont la séparation fourniture pose n'existe pas. En fait, c'est l'entreprise qui fait son prix. Et donc, ça implique quand même le réemploi, on le voit, pour commencer à être rationnel en termes économiques, implique quand même un changement de pratique de ce point de vue-là, d'aller interroger les entreprises sur la manière dont elles fabriquent leurs prix avec des décompositions main-d'œuvre et fourniture auxquelles on n'est pas confronté en tant que maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Voilà, c'était juste pour dire ce point-là. Oui, je vous rejoins complètement et on va le voir que, en effet, c'est une grosse question qui sera abordée dans les CCTP qu'on vous propose pour justement avoir des retours fiables de la part des entreprises qui permettent de bien comparer les bons éléments en matière de réemploi. Pardon, Stéphanie, vas-y. Non, pas du tout, mais je vais accélérer un petit peu parce qu'il faut que mes camarades aient la parole sur la suite. Alors, c'est toi, fais-tu un point bilan économique global, Clément? Bah, je sais pas si ça intéresse, mais en 2 mots, hein, c'est vraiment très rapide. On a essayé quand même de faire un bilan économique un peu global sur l'opération. Quel a été le coût réel pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, en gros, on arrive à 1,6% du montant de travaux ce montant intègre les travaux supplémentaires vraiment spécifiques réemploi et le coût du lot réemploi. Ça, c'est si on prend l'hypothèse d'un comment dirais-je, d'un coût réemploi non optimisé. Et donc, c'est la slide d'après, où après estimation des améliorations, dans un scénario qu'on a nommé massification du réemploi, c'est-à-dire où on commence à être dans des pratiques un peu plus habituelles, moins innovantes, plus connues, etc., on pense, sans trop forcer, que sur une opération type la Grande Halle, on peut être à peu près à 1% du montant de travaux et faire ce qu'on a fait sur la Grande Halle. Donc, ça reste, d'après nous, des coûts acceptables. Alors, juste une dernière remarque. On a conçu le marché de réemploi de cette manière, c'est-à-dire avec un lot réemploi dédié, mais on aurait pu imaginer de le monter autrement. Ça aurait eu d'autres implications, mais auxquelles il faut réfléchir, auxquelles on pourrait réfléchir ensemble si on avait un peu le temps, mais on pourrait intégrer du réemploi à chaque lot. On pourrait avoir un opérateur global réemploi sur un territoire qui intervient sur bon de commande sur différents chantiers. On pourrait avoir une plateforme de matériaux qui intègre des missions de conseil. Je veux dire, il y a d'autres manières de monter une opération comme celle-là. Voilà, juste pour conclure pour ma part. Ça marche, merci Clément. Et sur le 1% montant total travaux, juste pour information, ça fait quand même bien penser à ce qui est proposé dans la charte économie circulaire de pleine commune, mais on vous en parlera une autre fois du coup. Ah bah je peux vous en parler si vous voulez, mais bon, c'est pas l'objet. À toi, Fred. Excusez-moi, moi j'avais une petite question avant sur les ajustements économiques. Si on peut revenir à la slide d'avant. Quand vous parlez du coût total, lot réemploi optimisé 80 000 €, enfin non, et encore l'autre avant du coup, où on avait plutôt 90 000, c'est 93 000. Donc ces coûts-là et votre 1,6% intègrent aussi bien les montants d'études de vos différentes sociétés que l'atelier qui a été mis en place, le stockage et tout ça? Non. Alors, non, il n'y a pas le stockage, il y a vraiment que parce que on n'a pas intégré le stockage parce que là, c'était vraiment spécifique. On a fait un atelier sur le site, mais il y a des chantiers sur lesquels il existe déjà des bouts de plateforme ailleurs, donc les coûts sont noyés dans d'autres, enfin sur une masse d'opérations plus importante, ou bien que
le coût est pris en charge par d'autres acteurs, enfin j'en sais rien. Donc là, on s'est mis dans la situation coût du lot réemploi pour tout ce qu'il a à faire comment dire, de préparation de la matière, d'aller la chercher, etc., etc., et des travaux supplémentaires demandés par les entreprises, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas nos coûts d'études complémentaires, vu que, enfin, nous, maîtres d'œuvre, on avait une mission complète qui intégrait déjà ça. Donc, le sortir, en fait, je ne sais pas vraiment dire. Par exemple, le diagnostic ressources, qui est une prestation qui est vendue en plus, en général, quand on est maître d'œuvre, là, il était en réalité réalisé par le WIP au moment du chantier. Donc, il est dans le coût des 93 000. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. Mais... Julien, ça répond? Si. Ouais, c'est un peu plus clair. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui m'échappe en me disant que, de toute façon, même tout l'aspect logistique, là, vous l'avez fait sur site directement, mais quand vous dites que c'est intégré dans les autres plateformes, même si c'est intégré, il y a un moment donné, il faut que quelqu'un le paye, quoi. Vous voulez dire le stockage notamment, c'est ça? Ouais, bah, toute la logistique, le transport. Pour moi, la logistique, ça comprend le transport, le stockage. Alors, Bah, le transport vas-y, Steph. Ouais, le transport était intégré. Alors, le transport est intégré dans les coûts, là, tous les différents transports. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a certains matériaux sur lesquels on a, nous, mis des équipes pour valoriser ces matériaux et d'autres pour lesquels on a eu des sous-traitants. Donc, le transport des matériaux du gisement de démolition vers le lieu de valorisation ou vers le lieu de stockage, tout ça, c'est compris dedans. En logistique, c'est uniquement la création de l'atelier. C'est-à-dire que l'achat des containers, la pose des containers, l'aménagement des containers. Le reste de logistique est compris dans le tarif, enfin dans le budget indiqué. Ok. Et on a une question sur le chat de François Maillard qui demande comment se sont passées les discussions avec les entreprises. Est-ce qu'elles ont plutôt été des moteurs ou des freins? Ça dépend. Ça dépend. Il y a certaines entreprises avec lesquelles c'était un moteur très important, notamment pour les huisseries, les menuiseries extérieures, où on a l'entreprise qui est venue sur le site, qui a formé les personnes qui étaient censées faire la déconstruction, qui les a formées, qui leur a expliqué comment déconstruire les menuiseries extérieures pour que eux puissent les intégrer après dans leur mise en œuvre. Donc là, ça a vraiment été une collaboration extrêmement fructueuse. Il y en a d'autres avec lesquelles ça a été un frein, qui étaient très sceptiques, qui avaient très peur, qui ont eu besoin d'être rassurés pendant toute la durée du chantier. Donc c'est vraiment, ça dépend des entreprises, ça dépend de qui est sur site, ça dépend des entreprises, ça dépend. Alors après, juste pour compléter, il y a quand même un point important enfin un facteur de réussite, je pense, qu'il faut citer. Tu en as parlé un petit peu, Stéphanie, c'est-à-dire que on était une équipe assez soudée, et pour ce qui est de la maîtrise d'œuvre, on avait les moyens de travailler, c'est-à-dire on avait le maître d'ouvrage nous avait fait confiance et on avait les moyens en termes de présence, en termes de relais à la fois sur place et au bureau. On avait du temps à passer qui permettait de dialoguer, moi à titre personnel, sur la question strictement économique du réemploi. J'y ai passé du temps pour convaincre, pour expliquer, pour trouver des solutions avec les entreprises. Et je sais que ça a été pareil pour tous les acteurs du chantier, dont le WIP, quoi. Donc, on avait les moyens de travailler. Voilà. Et on a encore une petite question, justement en comparaison avec le REX précédent, comment est-ce que ça s'est passé au niveau, par exemple, des PV, des matériaux réemployés, tous ces documents techniques qui avaient posé problème pour le cas de Comodis? En fait, nous, on a eu des matériaux, pratiquement la totalité des matériaux qu'on a récupérés étaient des matériaux anciens. Il était impossible de retrouver les fiches techniques, impossible de retrouver les PV ou quoi que ce soit. Donc, on est parti du principe qu'on ne les avait pas. Donc, en fait, c'était justement l'objet du dossier technique qu'on a réalisé pour chaque matériau et qui avait été un point de négociation avec l'assureur. C'était fournir le maximum d'informations techniques qu'on pouvait glaner de quel moyen que ce soit pour pouvoir rassembler le maximum d'informations. Donc, on l'a détourné, mais on n'a
pratiquement pas réussi à retrouver de fiches techniques ou de PV. On a fait des tests sur les isolants qui ont été faits par le laboratoire de l'ESITC, qui est une école d'ingénieurs qui était partenaire, dont pourra peut-être vous parler Frédéric Adam un petit peu plus loin. Mais voilà, on a fait des tests sur un seul matériau, les isolants. Tout le reste, on a glané. On a glané des informations, on a glané… et les informations techniques qui ont été collectées, visiblement, ont suffi à l'assureur parce que chaque matériau a fait l'objet d'un dossier qui a été transmis à l'assureur et l'assureur donnait son accord ou non et il l'a donné sur tous les matériaux proposés. Donc, ça a visiblement suffi. Est-ce que du coup, Stéphanie, dans ce cadre-là, vous voulez peut-être juste introduire du coup la négociation avec l'assureur en termes de prime sur prime, pas de surprime? Et deuxième question qui va avec, est-ce que, parce que le projet date de 2018, vous m'arrêtez si je me trompe, est-ce qu'à l'époque, vous avez déjà utilisé le levier loi ESSOC, attestation d'effet équivalent ou pas? Non. Ok. Alors, non, le retour assurance, on n'est pas capable de le faire encore aujourd'hui. On n'a pas ficelé tous les retours. On n'a pas encore fait un retour complet avec Normandie Aménagement. Donc là, on n'est pas en état de transmettre des données et des informations utiles et transmissibles. Ça marche, pas de souci. Alors, je suis désolée, on est un petit peu en retard. Est-ce qu'on arrive à faire tenir la fin de présentation en 3 minutes? Oh là là, ça va, ouais. Aïe. Bah, dans la mesure où on a eu les questions intégrées, peut-être qu'on peut peut-être… C'est ça. Frédéric, sur les bénéfices? Ouais. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, je vais aller très très vite. Donc on s'est intéressé effectivement aux bénéfices environnementaux et sociaux des actions de réemploi sur ce chantier-là. Alors juste un petit point méthodo sur la partie environnementale. On a utilisé une méthode d'analyse de cycle de vie qui est basée sur les FDES, mais qui fait aussi attention à la durée de vie des matériaux et aux impacts qui sont nécessaires pour le reconditionnement des matériaux. Donc c'est une méthode maison de Géon qu'on a mis au point pour avoir une vision vraiment globale de la CV des matériaux de réemploi, des actions de réemploi. Et au global, donc on vous présente ici sur ce slide donc les 4 ou 5 indicateurs les plus courants, donc le réchauffement climatique que tout le monde connaît avec 25 tonnes de CO2 économisées, l'épuisement des ressources, l'énergie, l'eau et les déchets produits avec presque 19 tonnes de déchets économisés, avec une vision vraiment analyse de cycle de vie, pas juste la quantité de déchets produits sur le chantier. Et si vous regardez le petit camembert sur la droite, c'est la répartition des gains en fonction des matériaux sur la partie CO2. Donc avec, on voit que les radiateurs ont été les plus bénéfiques, avec 36% du CO2, ensuite les fenêtres, les dalles d'isolation, et si on cumule vasque, WC, carrelage sur la partie sanitaire, on a un bon 25% encore, et un petit peu moins sur la partie sur les portes. Voilà, donc ce CO2 économisé, ça fait l'équivalent de… Alors, si on compare à un mur béton, ça fait l'équivalent de 580 mètres carrés de mur béton non coulé. Donc, pour un bâtiment qui crée uniquement 600 mètres carrés de surface utile, le projet total fait 3000 mètres carrés, mais la surface utile de bureaux est de 600 mètres carrés à peu près, c'est quand même assez considérable. Et ça correspond à peu près à 200 000 km parcourus en voiture. Sur la partie sociale, on a comptabilisé avec Stéphanie à la fin du chantier, donc on a fait la comptabilisation de l'inventaire de toutes les heures passées sur le réemploi, donc valorisation, coordination, etc. Donc vraiment des heures qui n'auraient pas été nécessaires si on avait fait du matériau neuf. Et on est sur un chantier de 18 mois à l'équivalent à peu près de presque 2 postes à temps plein de main-d'œuvre non délocalisable du coup. Donc voilà pour les impacts au niveau global. Je vais zoomer simplement sur 2 matériaux pour vous montrer que même si on fait du réemploi, il faut quand même faire attention à des petites choses qu'on a l'habitude de croiser quand on fait des bilans CO2, notamment sur les radiateurs. Vous voyez ici sur les radiateurs ce petit dans le tableau, on voit donc les gains réalisés grâce au réemploi, et en fait on compare toujours par rapport à un matériau neuf. On ne calcule pas tout ça ex nihilo, c'est toujours comparé au matériau neuf. Donc là, par exemple, on voit que pour les radiateurs,
on a économisé 96% de l'impact CO2 d'un matériau radiateur neuf équivalent. Alors qu'en dessous, sur par exemple l'impact épuisement des ressources abiotiques, là on n'est qu'à 26-27% d'impact par rapport au neuf, donc on n'a plus que quelques pourcents de gains. Et alors là, le sujet, c'est que en CO2, on a un vrai gain, mais comme on dépense une peinture époxy cuite au four pour remettre le produit à neuf, eh bien, on a des impacts quasiment équivalents à celui du neuf sur la partie ressources abiotiques. Il faut savoir que les peintures sont assez denses sur ce type d'impact-là. Donc, tout simplement, la conclusion qu'on en a fait, c'est que même si on fait du réemploi, il faut quand même faire attention et choisir les matériaux en fonction de leur impact environnemental. J'entends par là les matériaux qu'on utilise pour la valorisation des matériaux, la remise à neuf des matériaux. Donc là, typiquement, il faut avoir les mêmes bons réflexes sur la partie peinture que dans du neuf. Et si on passe au slide suivant, on a aussi réemployé du bois de charpente sur ce projet. Donc le bois, évidemment, c'est assez faiblement émetteur en CO2. Et là, l'idée, c'est de comparer sur ce petit graphique deux façons de faire du réemploi par rapport au neuf. Donc en bleu, vous avez l'impact du matériau bois neuf en CO2. Et si vous regardez la deuxième petite barre en orange, vous avez l'impact d'un matériau bois avec une valorisation qui se fait à l'échelle régionale, c'est-à-dire un transport sur à peu près 200 km. Et vous voyez que dans ce cadre-là, on dépense plus de CO2 à réemployer du bois qui sera valorisé à 200 km, donc dans un atelier de menuiserie assez distant. Alors que si on regarde la deuxième variante où on fait un réemploi en local, dans un rayon de 20 km, à ce moment-là, on devient cohérent au niveau du CO2 et on a un bois réemployé qui émet moins de CO2 que le bois neuf. Donc, encore une fois, alors ça dépend. Donc, la leçon de ça à tirer au niveau environnemental, c'est que il faut faire attention au transport et d'autant plus lorsque le matériau que l'on réemploie est relativement faible en contenu CO2 en neuf. Donc, ce qui est le cas pour le bois, hein, c'est même d'ailleurs le matériau le plus faiblement. On peut même considérer parfois qu'il stocke du CO2. Donc c'est assez normal qu'on se retrouve dans ce cas-là avec le bois, mais ce serait pareil avec d'autres matériaux sur des plus longues distances. Voilà, donc simplement pour dire qu'il faut quand même faire attention, même dans le cadre du réemploi, à avoir des valorisations qui se fassent le plus proche possible du site. Je laisse la parole peut-être à Valentin pour terminer. Oui, c'était juste pour terminer. Merci Frédéric. Et oui, je voulais profiter d'être là pour signaler à l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui exercent en Normandie que au-delà du chantier de la Grande-Halle dont on vient de parler, qu'on développe des prestations intellectuelles dans le domaine du réemploi et également des solutions logistiques qui permettent de faire du réemploi. Donc, faut pas hésiter à nous contacter. Donc Géon, Stéphanie Pally et le WIP se sont associés autour du projet qu'on a appelé le plateau circulaire et qui a pour objectif d'implanter une plateforme logistique qui va nous permettre de réduire notamment, en tout cas d'optimiser les coûts d'une opération de réemploi en mutualisant les moyens logistiques à l'échelle du territoire et notamment de celui de Caen-la-Mer en Normandie. Donc c'est une plateforme physique? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de proposer une plateforme physique qui soit en mesure de collecter des matériaux, de les reconditionner, de les stocker et vous les fournir. Et c'est couplé avec une plateforme digitale ou pas? Non, dans l'idée, c'est d'avoir une plateforme physique. D'accord, super, merci.